Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. En 2016, Alexandre Verdure massacre à coups de couteau une jeune prostituée de 18 ans qui s'appelle Miaela Miloiu. Alexandre Verdure était gendarme réserviste. Malgré 2 procès, il n'a jamais reconnu ce meurtre. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Alexandre Verdure. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2016, dans la forêt du Franois, près de Besançon, en contrebas d'une cascade, sous des branchages et des feuilles mortes, les gendarmes découvrent le cadavre d'une jeune femme lardée de coups de couteau. Elle est nue, son visage est méconnaissable. Aucun indice ne permet de l'identifier. Elle devient l'inconnue du Franois. L'opinion publique a été vraiment très fortement marquée par une vague d'émotions suite à la révélation de cette découverte de ce cadavre de cette très jeune femme. Étienne Manteau, avocat général. Très jeune femme qui supportait 26 traces de coups de couteau au niveau de l'abdomen, au niveau de la gorge, qui avait subi des coups très très nombreux et multiples, entraînant des fracas de la face. Son très jeune âge, le fait de la retrouver nue comme cela, dans cette vulnérabilité totale, dans cette pente sur la commune de Franois, et la presse a commencé à parler de la disparue du Franois. Et cette émotion a été entretenue, entre guillemets, par ce mystère qui, pendant 6 mois, a entouré cette découverte de cadavre. Mystère quant à l'identité de cette femme, mystère quant à ce qui a pu présider à cette mise à mort sauvage. Et donc, effectivement, l'émotion a été très importante pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que l'identité de cette jeune femme soit connue. Et ça, c'est assez singulier. C'est la fin du mystère de l'inconnue du Franois. Elle s'appelle Miaela Miloiu. Elle avait 18 ans lorsqu'elle a été tuée. Les gendarmes ont retracé sa vie. D'origine roumaine, elle a été victime d'un réseau de prostitution. Elle travaillait à Lausanne en Suisse. Son corps a ensuite été transporté en France et caché dans le sous-bois au Franois. Quand les enquêteurs ont mis en évidence qu'il s'agissait d'une jeune ressortissante roumaine qui se prostituait en Suisse, âgée de 18 ans, cette émotion est retombée. Les médias n'ont plus beaucoup, et voire plus du tout, parlé de ce dossier. La disparue du Franois, c'était cette jeune femme, Miaela Miloiu, une jeune prostituée roumaine, et ce dossier n'intéressait plus personne, en tout cas plus la presse. Après 1 an d'enquête, les gendarmes interpellent un Français de 30 ans, Alexandre Verdure. Son ADN a été retrouvé sous les pieds du cadavre de Miaela Miloiu. Verdure est en couple depuis 10 ans. Il travaille en Suisse. Quand je découvre ce dossier, les investigations ont progressé de façon très très importante. Monsieur Verdure a été mis en examen. Il a d'abord nié toute implication dans les faits, et puis une fois la révélation que son ADN était retrouvé sur le corps de la victime, a fait évoluer son discours en se disant totalement innocent des faits. Il n'a pas donné la mort à cette jeune femme. Bien, monsieur Verdure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le meurtre du Franois ? C'est une fille de, 20 ou 30 ans qui a été poignardée. Je le sais parce que je suis les actualités du jour. Hein. Mes copains m'appellent PPD. Hein. Dans le Progrès, dans l'Est républicain, dans le Parisien, je suis toutes les affaires criminelles. Pour l'affaire du Franois, je m'étais intéressé, quoi. Comme d'habitude. Pourquoi avoir cherché ? Ça m'inquiète de voir toutes les choses qui se passent. Hein. Je voulais savoir si l'auteur avait été arrêté, quoi. J'ai peur pour ma compagne quand elle dort seule. Alors, j'ai été contacté par la famille au départ d'Alexandre. Sylvain Cormier, avocat d'Alexandre Verdure.
Quand je rentre dans le dossier, en fait, l'enquête est terminée, pour ainsi dire, et on attend le procès. Donc, je suis vraiment à la fin du processus. Et il s'agit pour moi, si je rentre dans le dossier, je dois prendre une décision. Est-ce que j'accepte de défendre cette cause ou pas? Je dis si, parce qu'en fait, j'ai hésité. L'a priori, au départ, était très mauvais. L'histoire paraissait invraisemblable. L'accumulation de preuves contre lui semblait absolument accablante. Les déclarations qu'il avait pu faire en garde à vue sont peut-être parmi les pires que celles que j'ai lues dans toute ma vie d'avocat. Et j'avais un a priori, oui, mauvais. Bon, monsieur Verdure, j'accepte de vous défendre. Mais je ne vous cache pas que tout vous accuse dans ce dossier. Ouais, peut-être oui, peut-être. Mais c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Je suis innocent. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve votre sperme sur la victime? Votre sang? Ok, j'ai couché avec elle. Et puis quand on a fini, il y a 2 hommes en noir qui ont surgi de nulle part. Ils l'ont tué sous mes yeux, avec le couteau qui était dans ma boîte à gants. Et puis ils ont menacé de s'en prendre à ma famille si je me débarrassais pas du corps. Alors voilà quoi, j'ai accepté. Donc vous avez couché avec elle. Et vous avez assisté au meurtre. Et vous avez ramené le corps dans la forêt. Bah oui, maître. Et cette tache de sang qu'on a trouvée sous son pied, comment c'est possible? C'est que j'ai dû retirer le couteau qui était planté dans son cou. Et puis je me suis blessé, c'est tout. Et lorsqu'on lui dit non, tu te trompes, il va dire ok, je me trompe. Et il invente un truc pour aller dans ça. Ce faisant, il croit satisfaire son interlocuteur. Il s'enfonce parce que tout le monde interprète ça absolument autrement. On lui dit ah ben non, vous êtes un menteur. Enquêteurs, juges d'instruction ont été, à mon avis, ébranlés par les déclarations très maladroites, c'est le minimum qu'on puisse dire, d'Alexandre en garde à vue. C'est le coupable parfait. Il y a des preuves accablantes contre lui et ses protestations sont extrêmement maladroites et mal formulées. Lorsque je rencontre Alexandre Verdure, Armande Kefic, experte psychiatre. il est en fait déjà incarcéré en détention provisoire et je le rencontre dans le quartier isolement de la maison d'arrêt. Et donc, je lui pose la question de savoir pourquoi il est dans ce quartier de l'isolement et son explication donc est très importante. C'est une présentation un peu spéciale. Elle met d'emblée l'accent sur le personnage important qu'il serait. Il est le seul à m'avoir dit ça. Je n'ai jamais rencontré d'autres détenus au quartier d'isolement qui disent ça. Il me précise qu'il est gendarme réserviste et que de ce fait, il ne veut pas côtoyer les autres détenus. Un peu comme si c'était du bas peuple et qu'il ne les côtoie pas. Alexandre Verdure, c'est certain, a un besoin pathologique d'une image de lui-même comme étant quelqu'un de supérieur à autrui. Lorsqu'il est suspecté de meurtre, il a d'autant plus besoin de cette image de quelqu'un de supérieur. Il ne peut pas être un criminel, ceci d'abord pour lui-même, pour l'image de lui-même. Ce qui habituellement provoque un déni. C'est-à-dire que face à cet acte, ça provoque un bouleversement si important en lui qu'il ne peut pas le reconnaître comme étant la réalité qui vient de se produire. Il y a donc ce mécanisme de défense psychique qui est le mécanisme du déni, qui n'est pas un mensonge, mais qui est comme une sorte de survie psychique. Parce que si vous voulez, pour pouvoir vivre, il faut avoir un minimum d'estime de soi, qu'on appelle le narcissisme. D'habitude, le narcissisme, depuis le petit bébé qui est Sa Majesté le bébé, jusqu'à un individu adulte, etc., il faut, on pourrait dire, mettre de l'eau dans son vin du narcissisme. Il faut pouvoir ne pas rester complètement narcissique, parce que sinon, on ne pourra pas accepter ses échecs, on ne pourra pas accepter de faire des erreurs. Et puis là, c'est pire que tout, il n'a pas dominé une fureur démesurée.
Monsieur Verdure, comment avez-vous rencontré cette jeune femme? Bah, docteur, c'était en sortant du travail. J'ai vu qu'il y avait une fille sur le bord de la route. Et que ça se passait pas bien avec un autre gars. Donc je me suis arrêté pour faire fuir cet homme, quoi. Et là, au bout de 5 minutes, la fille, elle m'a dit que ce qu'elle faisait, quoi. Et vu que je venais de l'aider, ben, disons qu'elle m'a proposé un tarif assez bas. J'ai dit que ça m'intéressait pas. Et puis je lui ai parlé aussi de mes grades à la gendarmerie. Alors là, j'allais dire, on pourrait se dire, mais c'est complètement un roman. Là, je pense qu'il y a du juste. C'est-à-dire que, pourquoi aller parler à une prostituée de choses comme ça? C'est bien là qu'il y a dû avoir un problème, à mon avis, c'est mon avis. Elle aurait changé de comportement, aurait voulu rester avec lui dans la voiture. Enchaînement de violence, 26 coups de couteau, c'est vraiment un homme submergé par la rage. Étienne Manteau, avocat général. Et donc, il a été blessé au plus profond de lui-même. Or, cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui, aux yeux de son entourage, ne cesse de donner l'image du mari parfait, de l'ami parfait, qui a une très haute image de lui-même. Et en même temps, les psychiatres nous diront combien il est dans un défaut d'empathie totale avec les autres. Et donc, il s'est passé cette nuit-là avec cette jeune femme quelque chose qui l'a profondément blessé et qui a amené ce déferlement de colère. Et c'est probablement en lien avec ce rapport sexuel et avec une femme qui était inquiète parce qu'elle ne souhaitait pas avoir ce rapport sexuel ce soir-là avec lui, à cet endroit-là en tout cas. Ce n'est pas comme cela qu'elle travaillait jusqu'alors. Monsieur Verdure, est-ce que vous avez utilisé un préservatif lors de ce rapport avec la prostituée? Je commençais avec un préservatif, oui. Mais je les supporte pas. Vous avez éjaculé en elle ou pas? Je sais plus, hein. De toute façon, elle n'était pas pour avoir un rapport sexuel sans préservatif. Mais si je voulais continuer, il fallait que je l'enlève. Donc j'ai tiré dessus avec les ongles pour l'ouvrir. Elle n'a pas accepté. Au début, elle ne voulait pas. Mais bon, comme je lui avais déjà filé du pognon, elle était à 4 pattes. Si je voulais terminer, il fallait plus de préservatif, sinon j'étais tout ramollo. Ma femme, elle sait que j'ai des soucis avec le préservatif, elle vous le dira. Je trouve que moi, je commence à avoir une certaine pratique professionnelle. J'ai déjà à 2 reprises requis dans des dossiers de meurtre, des meurtres prostitués. Et à 2 reprises, dans les dossiers où j'avais requis, les accusés ont reconnu les faits, ont expliqué leur passage à l'acte. Et à 2 reprises, ils ont expliqué que c'était des relations tarifées avec l'espoir d'une relation sexuelle qui soit gratifiante, valorisante pour eux. Parfois, le fait que la relation sexuelle est très courte, le sentiment d'incomplétude, peut-être parfois aussi une moquerie ou en tout cas une remarque qui vient atteindre l'individu dans sa virilité et qui peut entraîner un déchaînement de violence. Des meurtres de prostituées, malheureusement, c'est quelque chose qui est assez classique, que l'on voit régulièrement, et notamment chez les hommes qui se sentent humiliés. Ils ont affaire à une professionnelle, ils estiment que cette relation doit être forcément très gratifiante et mettre en avant leur virilité, et ils se retrouvent finalement humiliés à l'issue de ce rapport sexuel. Ils l'ont payé, c'est cette vision que cette femme est à eux, et cela va générer un déferlement, un déchaînement de violence. C'était pas un crime sexuel, c'était un crime d'une violence extrême. Mais je vais vous dire en fait, dans cette pathologie narcissique, il n'y a pas de la place pour 2 personnes. C'est un égocentrisme total. L'autre n'existe pas en tant que personne. Il existe seulement en tant que, éventuellement, faire valoir ou étayage narcissique. C'est tout. Est-ce qu'il a une mauvaise image des femmes? Je dirais que l'image des femmes ou d'autrui, qu'il soit homme ou femme, ne l'intéresse pas. C'est dur ce que je vais dire, mais il n'y a que sa propre image. Il est comme Narcisse qui se regarde, voyez. Il est prisonnier de ça. 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 Code B19. Enquête de personnalité de Bernard Boineau. La compagne d'Alexandre Verdure témoigne ainsi.
Alexandre se vantait beaucoup auprès des gens d'être gendarme réserviste et de faire carrière dans la sécurité. Dès qu'il y avait une arrestation faite par les gendarmes ou que l'on parlait d'une enquête réussie, c'était grâce à lui. Je crois qu'il se prenait un peu pour un super-héros de cinéma. Je crois bien qu'il croyait ce qu'il disait. Quand il y a des blessures narcissiques très graves, la personne développe ce qu'on appelle un faux self, une fausse personnalité, vous entendez là. Cette fausse personnalité, il va s'épuiser toute sa vie pour la faire tenir debout. Ça donne des fois aux personnes qui ne sont pas psychorigides l'impression, si vous voulez, qu'ils sont dans l'imposture. Mais quand la personne adhère vraiment à son personnage et puis le joue bien, ça remplit son rôle. Verdure! Parloir, c'est ton baveux. Tu peux venir avec tout ton dossier. C'est pas quelqu'un de grand, il est plutôt petit, maigre, c'est quelqu'un de très blanc. Ça, c'est l'enfermement isolé. On a quelqu'un qui quasiment se dépigmente, quoi. Très très blanc, très pâle, presque maladif. Sylvain Cormier, avocat d'Alexandre Verdure. Un garçon qui essaye de se débattre dans un système qu'il ne comprend pas. Alors il vient avec plein de classeurs, plein d'éléments de démonstration, plein de... Vous voyez, c'est un garçon que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Qu'il y avait des traits de caractère qui avaient été décrits, et notamment ce besoin du regard de l'autre. Ce besoin terrible pour lui, vital presque, de plaire à l'autre, même si ça doit causer sa perte. Et de fait, je comprends mieux sa vie. C'est un garçon qui a toujours porté l'uniforme. C'est pas anodin. Pompier volontaire à 12 ans, ambulancier, gendarme, auxiliaire. Ensuite, dans la sécurité privée, toujours l'uniforme au service des autres. Parce qu'il a besoin de la reconnaissance des autres, dans le regard, voilà, il a besoin d'être validé pour tout. Et toute sa vie est construite comme ça. Donc lorsque lui, eh bien, on lui dit « tu as mal agi », le système te pointe du doigt et te met en cause, etc., il s'effondre. Code B2, expertise psychiatrique de Geoffrey Carpentier. Alexandre Verdure est le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Il décrit une bonne entente familiale avec de bonnes relations. Ses parents sont retraités. Alexandre Verdure n'a livré que peu d'éléments, pratiquement aucun, concernant vraiment le vécu de son enfance et adolescence qui permettrait de parler de psychotraumatisme qui en général sont dus à des violences morales, physiques ou sexuelles ayant été vécues dans cette période. Armande Kefic, experte psychiatre. Code B19, enquête de personnalité de Bernard Bonneau. La compagne d'Alexandre Verdure dit à l'enquêteur de personnalité « Dès qu'on essayait de construire quelque chose ensemble, il changeait de travail et ça tombait à l'eau. Il avait toujours un bon prétexte pour quitter un emploi. Une fois, c'était à cause des horaires, ou du patron, ou des collègues. Il disait toujours vouloir trouver un emploi à la hauteur de ses espérances. Il avait toujours le rêve de devenir acteur. Il s'inscrivait à des castings sur des sites payants. J'ai dû mettre le haut là. Ça devenait vraiment trop lourd pour le ménage. Je ne savais jamais de quoi serait fait demain. Et ses parents le soutenaient quoi qu'il fasse. » Il est à remarquer qu'il n'a connu, à mon sens, qu'une histoire de couple avec sa conjointe, qu'il a rencontrée très jeune, à 20 ans. Qu'il a rencontrée d'ailleurs parce que c'était la cousine d'un de ses copains. Donc il n'est pas très aventureux, il n'est pas allé chercher une amie plus loin. Et que ce n'est même pas lui qui est allé vers elle au début en disant qu'est-ce qu'elle est jolie, mais
ce qu'il dit, c'est parce qu'elle est tombée sous le charme, qu'elle l'avait vu avec son uniforme de jeune sapeur-pompier. J'avoue que c'est pas si souvent qu'il y a des réponses de ce genre. Je pense que c'est la relation qu'a dû s'établir dès le départ avec son épouse, qu'elle était subjuguée et puis sous le charme. Et donc, ça vient, j'allais dire, vous savez, on a tous besoin de quelque chose. Soit on a besoin de ressentir de l'amour, soit on a besoin... Lui, je pense qu'il a besoin que quelqu'un soit, comme on pourrait appeler, en étayage narcissique. C'est-à-dire que ce narcissisme qui est si maladif, il faut tout le temps mettre des béquilles, des choses pour qu'il tienne debout. Voilà. Sa compagne, avec laquelle il avait un enfant en 2015, donne à voir un homme différent qui, progressivement, alors qu'ils ont commencé une vie commune en 2007, s'est monté progressivement blessant, humiliant, expliquant qu'à partir de la naissance de leur enfant, même qu'il était devenu inquiétant et agressif, évoquant des violences, il me tirait les cheveux, il me tirait les oreilles, il me pinçait, ce qui l'avait conduit, quelques mois avant les faits, à refuser tout rapport sexuel. Et c'est d'ailleurs ce qui, selon M. Verdure, l'a conduit à avoir des relations avec des prostituées et notamment avec la victime. Code B81. Expertise psychologique d'Almudena Sanaouja. Monsieur Verdure dit avoir accepté un rapport avec une prostituée par vengeance à l'égard de sa compagne. Il rejette la faute sur sa compagne, se sentant délaissé et pensant qu'à cette période, elle le trompait. Nous pouvons supposer que monsieur Verdure aurait eu un besoin de déplacer sa haine, sa colère, sa violence sur une autre femme. Il n'a pas pu contenir ses pulsions. Je pense que dans sa vie avec son épouse, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était plus une admiratrice inconditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des prostituées, mais je pense que il n'en parle jamais, mais c'est pas tellement un besoin sexuel. Je pense que c'est un besoin d'avoir à nouveau un étayage d'une personne, voilà. Et puis bon, ma foi, tant pis, il faut payer, mais voilà. Code B2. Expertise psychiatrique du docteur Geoffrey Carpentier. Au niveau de la dangerosité de monsieur Verdure, on retient un profil psychopathique avec une note mégalomaniaque. Il ne présente pas d'empathie pour sa victime ou pour les autres. C'est surtout le fait qu'il retourne voir d'autres prostituées dans ce qu'il présente comme une enquête personnelle sur l'affaire qui nous fait conclure qu'il ne présente aucune dangerosité psychiatrique, mais qu'il présente une dangerosité criminologique extrême. Les experts psychiatres sont très forts en disant qu'il est très violent, etc. Mais est-ce que c'est les entretiens qu'il a eus avec les experts qui montrent ça? Non. Est-ce qu'il y a des passages à l'acte violent avant? Quelqu'un qui aurait une personnalité ultra violente, qui exploserait comme ça sur une jeune femme, a forcément laissé dans sa vie des précédents de violence. Rien de tout cela. C'est le garçon qui, quand il est fâché, boude, quoi. Voilà de quoi on parle. Et le problème, c'est qu'on a eu des expertises qui étaient des éléments d'accusation. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était Alexandre Verdure. Ils ont dépeint le criminel qui a commis cet acte terrible en se disant c'est Alexandre Verdure. Bon, on peut aller voir les filles régulièrement et pas être un tueur de prostituées, c'est comme ça. Mais du coup, on s'en sert sous l'angle, voilà, vous baratinez encore sur votre fréquentation des prostituées ou d'une prostituée, donc vous mentez sur le reste, vous mentez sur tout. C'est pas quelqu'un qui veut dire, oui, je suis allé voir les filles par curiosité, par besoin, par ci, par ça. C'est quelqu'un qui avait peur d'être jugé de ça et donc, à mon avis, il a trouvé des prétextes pour ça, pour expliquer ça. Mais ça aussi, ça a joué contre lui. On lui dit, monsieur, vous racontez des craques, des salades, etc. Je pense que c'est un des éléments pour lui le plus difficile à évoquer parce que il pourrait s'écrouler s'il comprenait qu'on le jugeait négativement à propos de ça. Quatre ans après le meurtre de Miaela Miloyou, Alexandre Verdure comparaît devant la cour d'assises du Doubs. Sa femme l'a quitté. Il a tenté plusieurs fois de se suicider en prison.
Et fidèle à son attitude depuis le début de l'affaire, il répète qu'il est innocent. Les cheveux tirés en arrière, veste grise dans le dos, Alexandre Verdure fait face à la cour d'assises. Il est prostré dans le box, le regard vissé sur le sol. Il ne démord pas de sa version. Il répète qu'il n'a pas tué Miaela Miloyou. Face à lui, l'avocat général n'y croit pas. Il restera une part d'ombre dans ce dossier, bien évidemment sur les mobiles qui l'ont conduit à commettre ces faits. Étienne Manteau, avocat général. Et bien évidemment qu'on aimerait toujours que toute la vérité qu'on comprenne par les explications fournies par l'accusé, ce qui a pu se passer avec ce sentiment. Un crime avoué, parfaitement compris, et la première marche vers une réinsertion possible de l'accusé, parce que c'est toujours cela aussi qui est au cœur d'un procès. Mais oui, c'est aussi le droit de l'accusé de ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. C'est l'attitude qu'a adoptée Monsieur Verdure. Bon, il y a des pardons qu'il faut accepter dans un dossier quand l'individu nie les faits. Sur le mobile, on en est à des conjectures. Seul Monsieur Verdure sait ce qui s'est passé. Faites entrer l'accusé. Je suis convaincu qu'il est innocent. Je sais que les apparences sont contre lui. Donc il faut demander au juré et à la cour de passer par-delà les apparences. Sylvain Cormier, avocat d'Alexandre Verdure. Alors avec Alexandre, c'était vraiment compliqué. Je comprends vite qu'Alexandre Verdure n'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment préparer au sens strict. Parce qu'il est comme il est, vous ne pouvez pas le changer. Et que quelque part, le parti pris, c'est de se dire il faut qu'il soit nature peinture en fait. Et que peut-être on peut avoir une chance que les juges le comprennent. Mais je dois dire que c'est un garçon qui n'était pas outillé pour la violence du procès. C'est extrêmement violent. La cour. Et l'avocat général s'est lancé dans cette démolition-là en disant attendez, vous dites que vous êtes gendarme réserviste, mais enfin, vous êtes venu une fois sur 3 ou je sais pas quoi. Et Alexandre Verdure, avec ses moyens, ne s'est pas dégonflé et avec la candeur d'un enfant, a dit peut-être. D'accord. N'empêche qu'il y a des choses dont je suis fier. Ah oui, vous êtes fier de quoi, lui lancer l'avocat général. Il dit une fois, j'ai aidé à l'arrestation de quelqu'un qui avait agressé sexuellement un enfant. J'étais fier de ça. Une autre fois, on est intervenu chez une dame qui se faisait taper par son mari. On a arrêté le mari. Cette dame, elle se faisait plus taper dessus. Mais j'étais content d'avoir fait ça. Des choses toutes simples, dites très simplement, comme un enfant pourrait le dire. Et face à la violence des attaques, qui est en plus faite avec talent et maestria, on avait affaire à un avocat général de métier, qui savait faire et qui utilisait des formules compliquées et qui pouvaient être aussi punchy quand il le fallait. Enfin bref, vraiment un adversaire redoutable et retors. Eh bien, Alexandre Verdure, lui qui ne l'est pas, a pu malgré tout se défendre avec ses moyens. Et il ne s'est pas dégonflé. Pour quelqu'un qui a besoin d'être aimé et d'être apprécié, qui est ça dans sa structure, c'est un jeu de massacre, en fait, de vivre ça. Quand il était en difficulté durant le procès, c'est vraiment dans le regard de ses parents et tout particulièrement de son père qu'il venait se ressourcer pour retrouver de la combativité et essayer de défendre sa position. Oui, pour moi, le regard de ce père était vraiment été essentiel. Un père qui, de toute façon, a dit, puisqu'il a été entendu par la cour d'assises, que son fils ne pouvait pas être coupable. Eh bien, même au-delà des preuves, son père avait décrété qu'il ne pouvait pas être coupable. J'entends pour des parents combien c'est difficile de pouvoir admettre que son enfant a commis un acte criminel. Durant tout ce procès, le regard de ses parents et surtout le regard de ce père était un regard qui rendait difficile pour M. Verdure tout aveu. Parce que avouer des faits aussi terribles, ça aurait été casser, briser cette image du fils parfait, du fils remarquable. En première instance, Alexandre Verdure écope de 20 années de réclusion criminelle. Et comme il a toujours répété qu'il est innocent, il fait appel. Mais il prend un risque, celui d'écoper de plus. Ça n'a pas fait un pli. La gestion du risque ne fait pas partie du vocabulaire d'Alexandre Verdure. Juriste 30 ans, c'est pas son problème. Il a rien fait.
J'avais l'impression d'être l'eau qui coule sur un parapluie, sur une toile cirée. Et donc, moi, oui, je le connais, le risque. Mais je comprends aussi que quelqu'un d'innocent me dise 20 ans ou 30 ans, je m'en fous, quoi. J'ai rien fait. Alexandre Verdure ne convainc pas les jurés. En appel, il écope de 10 ans de prison supplémentaire. 30 ans. Il se pourvoit en cassation sans succès. C'était Au-delà te raconte, version Code B. L'enquête d'aujourd'hui est signée Marion Douzet, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Guillaume Vassot. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.